mondial, c'est les 2/3 des ventes d'albums chaque année. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Dans le Et détail, c'est pourquoi les rappeurs intéressent-ils la mafia? Parce que les sommes en jeu ont explosé depuis 4 ans. Les avances qu'on appelle sur les contrats peuvent atteindre des fois 10 millions d'euros pour un album. Et donc de facto, ça attire la convoitise. Dès qu'il y a beaucoup d'argent. Dès qu'il y a beaucoup d'argent, hein, le rap n'est pas une exception. On a vu dans le football, on l'a vu dans d'autres secteurs. Et donc évidemment que ça attire la convoitise d'acteurs issus de la grande criminalité. Déjà, la part du rap dans l'industrie musicale en 2024, elle s'élève à 53%, c'est-à-dire plus de la moitié des disques vendus dans le pays qui sont des morceaux de rap. Et derrière ça, il y a des contrats à plusieurs millions d'euros, des avances dignes du foot ou du cinéma, comme ce deal incroyable pour le dernier contrat de Gims, le rappeur a signé pour 40 chansons avec une avance de 20 millions d'euros. Oui, 20 millions d'euros. Et forcément, là où il y a de l'argent, il y a des convoitises. Le rap est devenu un peu une sorte de gâteau et forcément, il y a des puissantes organisations narco-criminelles qui veulent une part du gâteau. Et maintenant, le rap ne s'imite plus à des battles de mots. Il est désormais infiltré par des réseaux mafieux qui sont hyper bien structurés. C'est un producteur anonyme qui vous confie d'ailleurs même sans détour dans votre livre. Ce n'est plus du tout un jeu ou un truc de rappeur, il y a une organisation, des exécutants, des morts, ces gens-là sont multimillionnaires et font tuer pour 20 000 balles. Et donc, vous expliquez tout ça dans un livre, dans votre chapitre que vous intitulez « La malédiction du succès ». Vous dévoilez que par peur, certains rappeurs doivent se cacher, comme le rappeur Maes qui doit s'exiler à Dubaï ou encore SCH qui habite désormais à Paris sous protection policière. Et d'ailleurs, Paul, il y a aussi un terme que vous utilisez dans votre livre, c'est le terme de narcoproducteur. Alors, c'est quoi un narcoproducteur? Alors, un narcoproducteur, c'est quelqu'un d'industrie qui nous parle de ce terme-là. Ce sont des narcotrafiquants qui, dans une logique de diversification, ils sont assez... c'est des vrais businessmen, vont à un moment donné produire de la musique. Alors des fois, on a des cas de producteurs plutôt bienveillants qui vont soutenir les artistes et des fois avec une vraie emprise sur les artistes. Est-ce que c'est du blanchiment? Non, alors nous on documente assez peu de blanchiment en réalité, on documente davantage plutôt un phénomène de diversification, c'est-à-dire des acteurs de l'illégal qui vont à un moment donné ouvrir une branche légale pour capter de l'argent des maisons de disques en réalité. Et c'est quoi les techniques d'approche? Comment ils approchent les rappeurs pour infiltrer le milieu, la mafia? Elles sont aussi variées en fait presque les exemples qu'on a dans le livre. On fait vraiment l'effort de ne pas généraliser et essentialiser, mais ça peut aller vraiment d'un quartier qui va être le premier producteur, qui va être un peu des fois le détecteur de la pépite avant qu'elle ne brille. Des fois ça va être des mécanismes beaucoup plus violents d'emprise. C'est notamment le cas pour le rappeur SCH où là on a vraiment vu une approche d'extorsion assez pure et dure avec une prétendue sécurité en échange d'une somme. Donc ça va vraiment... On leur dit aussi qu'il faut faire ruisseler l'argent. Oui, le terme de dîme, d'impôt nous est régulièrement évoqué par des entourages, des fois, quand il y a du succès. Il faut partager, on chante des fois aussi les histoires du quartier, donc il faut aussi redistribuer, entre guillemets, cet argent qui est... Et tous ces rappeurs n'ont pas le choix? Est-ce qu'ils doivent s'exécuter systématiquement ou est-ce qu'ils peuvent parfois, par des moyens détournés, éviter ce genre de racket? Alors, ils peuvent. Il y en a qui se sont tournés vers la police, mais c'est vrai que ce n'est pas la norme. Beaucoup ne vont pas directement judiciariser ces affaires. Et donc, ça va dépendre. Certains choisissent presque une forme d'exil à l'étranger ou de plus dans leur ville d'origine. Beaucoup de rappeurs ne peuvent plus. Beaucoup, hein. Dubaï, ouais, on parle beaucoup de Dubaï pour aussi des raisons financières. Et puis, c'est un carrefour un peu du nouveau monde. Mais c'est devenu la ville des rappeurs, Dubaï. C'est une ville où tous les rappeurs influenceurs, passent. rappeurs, tout le monde. Complètement. C'est une filiale offshore de l'empire du rap français. Ils sont protégés là-bas. Ils sont protégés. Dubaï, c'est une ville ultra sécurisée, donc paradoxalement, ils sont assez bien protégés là-bas. Et puis, c'est vrai que le cadre financier est relativement attrayant. Les impôts sur les sociétés sont beaucoup plus intéressants qu'en France. Ils échappent au fisc en étant Dubaï. Alors, pas tous, il y en a. Beaucoup sont aussi des résidents fiscaux français, il faut le dire. Mais c'est vrai que Dubaï, pas que pour les rappeurs, pour beaucoup de fortunés aujourd'hui, on l'a vu avec les influenceurs, on le voit aussi avec des bonnes fortunes aussi françaises, vont à Dubaï pour s'exiler. On va revenir, vous en avez parlé sur l'affaire SCH. En août 2024, un commando exécute l'un des membres de son équipe à Montpellier. Il est un peu moins de 6 heures lorsqu'une voiture s'approche d'une discothèque. À l'aide d'une arme lourde, il tire en rafale en direction d'un van noir. Les tirs tuent sur le coup le passager et blessent grièvement le conducteur à l'épaule. Les victimes font partie de l'entourage du rappeur marseillais SCH. Qu'est-ce qui s'est passé? SCH, ça fait plusieurs mois avant ce showcase qu'il est victime de messages anonymes, de personnalités qui lui réclament de l'argent, lui à son manager. Il vit clandestinement, il le raconte assez bien aux policiers. Il parle d'ailleurs de malédiction, pour revenir au terme du chapitre,
lui-même du succès, c'est-à-dire qu'après Bande organisée, le fameux tube de Très organisé qui sort en 2020, il va être l'objet de beaucoup de convoitises, notamment d'un groupe criminel marseillais. Les policiers vont ainsi rapidement remonter à cette organisation qui s'appelle la DZ Mafia et qui va, en échange d'une sécurité, lui demander de l'argent. SCH va refuser ces avances-là. Et ça va déboucher sur une terrible soirée, on l'a vu, d'août 2024, où alors lui a quitté plutôt la soirée dans une voiture Leur. Il raconte que finalement il aurait dû être dans ce van, mais c'est 2 membres de son équipe qui étaient dans la voiture. C'est lui qu'on a essayé de tuer en fait? Oui, lui en est persuadé, lui et son manager, oui, c'était eux les cibles premières. Et du coup, il ne vit plus à Marseille, il peut plus vivre à Marseille. Alors la vérité, il vivait déjà plus à Marseille avant cet épisode-là, ça fait plusieurs mois, années qu'il avait quitté Marseille pour ces raisons-là. Mais il vit sous protection aujourd'hui, policière, personnelle? Comment ça se passe? Il a été sous protection policière complètement, tout à fait, et il vit vraiment dans un secret absolu, et c'est assez terrible. Et c'est un cas emblématique, il y en a d'autres. Malheureusement, c'est vrai que les artistes sont les premières victimes aujourd'hui de ces mesures d'extorsion. Et c'est vrai que ça pose un vrai problème pour la créativité. C'est pas juste des histoires de gros sous et de mafia. C'est-à-dire que les artistes, ils vivent pour certains avec la boule au ventre. C'est comme ça qu'on nous le raconte. Et qu'une ville comme Marseille, aujourd'hui, il y a certains labels qui ne veulent plus signer d'artistes à Marseille au vu du contexte actuel. Justement, le cas de Jul, il est intéressant. Est-ce qu'on peut dire que c'est la mafia qui a lancé sa carrière? Alors oui et non, Jul, il est intéressant parce que ça raconte toute la complexité aussi de ces relations interhumaines entre ces personnages. Le premier manager de Jul, Karim Tir, qui est issu d'une famille, la famille Tir, qui a été une grande famille avec un label qui s'appelait Liga One, qui était connu notamment pour ses activités dans le narcotrafic, était vraiment quelqu'un qui est sorti de prison, qui a voulu lancer Jul, que ça devait être sa rédemption et qui a voulu se réinsérer avec la musique et fuir vraiment le bruit des balles. Il va être rattrapé, mais la relation qu'il a avec Jul était une relation très sincère. De tous les témoignages qu'on a pu récolter, une fois qu'il est assassiné, en revanche, ça devient beaucoup plus compliqué avec les autres frères et ça va jusqu'à une scission assez violente puisque Jul va devoir se cacher plusieurs semaines. Dans une petite cabane? Dans une petite cabane, exactement, en périphérie de Marseille, cabane, cette cabane-là. Et en fait, c'est dans cette cabane qu'il va enregistrer My World, qui est son plus gros succès jusqu'à ce jour. Mais ça raconte toute cette complexité aussi, parce que c'est vrai que Karim Tir était quelqu'un, je pense, et Jul le raconte, qu'il appréciait sincèrement. Quelle est la responsabilité des maisons de disques? C'est une très bonne question. Est-ce qu'ils sont au courant de tout ça ou ils sont au courant de... Ou ils se cachent les yeux C'est tout le sujet. Nous, on les a évidemment contactées toutes. Vraiment, on a demandé quelle était notamment ce qu'on appelle la compliance, la conformité en bon français, c'est-à-dire quelles sont les vérifications qui sont faites avant de faire un virement de plusieurs millions d'euros. Et on a eu 0 réponse. Alors, il y a des degrés entre les maisons de disques, mais on a eu le cas notamment... Aucune maison de disques ne vous a parlé? Aucune maison de disques formellement nous a expliqué les vérifications qu'ils faisaient avant de faire des virements de millions d'euros à des sociétés. Et la vérité, c'est que c'est aussi un des points de départ de l'enquête, puisque des salariés en fait, nous confient leur malaise avec des flux financiers, avec des sociétés dont ils ne savent pas grand-chose. Et on parle de sommes qui ne sont pas des milliers d'euros, on parle de millions d'euros. Le rapport Maes, j'ai le sentiment qu'il est emblématique de tout ce que vous racontez dans votre enquête. Oui, c'est à la fois une exception et en même temps, il est initialement lui-même en fait, l'objet de mesures d'extorsion de la part, qui le raconte, de Sevran. Il s'exile à Dubaï et puis il y a une lente dérive, puisqu'en fait, c'est un rappeur qui aujourd'hui est soupçonné par la police d'avoir commandité des assassinats, d'avoir eu recours à des shooters. Donc c'est une lente dérive, c'est un cas très singulier parce que c'est le seul cas, nous, qu'on a documenté d'un rappeur qui est soupçonné par la police d'avoir commandité des assassinats dans le cadre d'une lente vengeance, puisque son manager s'est fait lui-même assassiner il y a 3 ans. Alors, il a fui au Maroc, il s'est fait arrêter à Casa, c'est ça? C'est ça, exactement, ouais. Il est où aujourd'hui? Il est en prison à Tanger, exactement. Est-ce que la plupart des rappeurs sont rackettés? Est-ce que par ricochet, toutes les maisons de disques donnent de l'argent au narcotrafic? Non, fort heureusement non, et on prend évidemment le son de cas assez particuliers. Ouais. Beaucoup de rappeurs ont peur aujourd'hui et parlent du succès avec une boule au ventre, c'est une réalité. Et en même temps, on ne parle pas que de ça, le rap n'est pas une exception. Nous, on s'est aussi plongé dans une littérature, notamment anglo-saxonne, sur le jazz et la mafia. Si on prend les années 20 et les années 30, la mafia avait infiltré l'industrie musicale américaine, gérée à l'époque sous la prohibition des jazzman, des managers. On raconte aussi Sinatra dès le prologue. Oui, Sinatra, donc finalement, il y a toujours eu cette forme de pénétration. Aujourd'hui, l'argent est tel dans le rap français qu'elle est inédite. Ça, c'est une réalité. Combien coûte le prix de la sécurité? C'est très variable. Dans le cadre d'enquête sur SCH, c'est plutôt des sommes de 300 000 euros qui sont évoquées. Dans le cas de Maes, on parle d'1 million d'euros. Donc, c'est des sommes qui sont... Par quoi? Alors, on suppose que ça peut être par an, par mois, par année. Ça dépend, je pense, des cas, mais c'est des sommes colossales. Et on a quoi pour ça?
Dans quel sens? On a quoi? On a un service d'ordre, on a quoi? Ils ont aujourd'hui des sécurités privées, ils vont avoir recours à des sociétés privées, des fois à des groupes avec qui connaissent, mais la sécurité aujourd'hui, il doit être garantie pour les rappeurs, tout simplement pour se déplacer sur le territoire hexagonal. C'est le niveau où on en est aujourd'hui. Alors vous dites que les rappeurs parlent de tout ça dans leurs paroles, il suffit de les écouter, de les prendre au sérieux. Est-ce qu'on peut écouter quelques extraits de chansons? Et puis, faut bien se concentrer, écoutez bien. Vous avez écouté les paroles de tous les morceaux de rap français? On en a écouté, alors c'est vrai qu'il ne faut pas du tout nier la dimension fictionnelle des artistes rappeurs qui ont le droit, comme les écrivains, et finalement ils donnent à la fois autant de fausses pistes que de vraies pistes. Dans le cas de Maes, c'est vrai que c'est particulièrement troublant, parce qu'il évoque lui-même le cas du shooter, il met en scène dans un clip qui s'appelle Magie, un shooter de Bruxelles à Paris avec une GoPro et qui va tuer quelqu'un, il parle lui-même de sa fiche Interpol, donc c'est vrai que c'est un rappeur qui joue beaucoup avec à la fois ce qu'il traverse lui-même et quand on voit de quoi il est soupçonné, c'est vrai que c'est très évocateur. Il y a eu un embargo sur le livre avant qu'il ne sorte, là il est sorti. Quelles ont été les réactions? Est-ce que vous avez eu des retours? On a eu beaucoup de retours en off d'artistes, de rappeurs, d'acteurs de l'industrie qui étaient... D'artistes qu'on a cités là? Aussi d'entourage, qui certains sont soulagés aussi, qui est une forme de libération de la parole. On a vu que Soprano, il y a quelques jours, aussi évoqué le sujet avec nos confrères du Parisien. Et je crois en effet qu'aujourd'hui, il y a un vrai impact sur la création. En même temps, on ne veut pas raconter que ça dans ce livre, on raconte aussi une incroyable odyssée. Les rappeurs, c'est des incroyables entrepreneurs. On a un tiers du livre sur le banditisme, on a 2 tiers sur plein d'autres choses. C'est aussi interroger Jacques Mus sur son rapport à Gazo, PNL et Jul, comment ça les a inspirés, comment Rodolphe Saadé... Oui, là, c'est ça, ils adorent les milliardaires et les milliardaires les adorent. Complètement, je pense qu'ils se détournent beaucoup du pouvoir politique, ils les a beaucoup stigmatisés, des élites politiques françaises qui ont beaucoup finalement été très opportunistes avec eux, notamment avec la génération du premier âge d'or. On parle du Parti Socialiste qui a beaucoup tenté d'amadouer finalement ces rappeurs-là. Ces rappeurs se détournent beaucoup plus de la chose publique pour se tourner vers des figures du grand capital français. On peut parler de... Et Vincent Bolloré subventionne des rappeurs? Bon. Vincent Bolloré a été pendant très longtemps le seul actionnaire d'Universal Music via Vivendi, donc jusqu'en 2020 c'était le seul et le patron presque du rap français. Il le sait, Pascal Praud? C'est une bonne question, il faudrait lui demander. Mais il y a une rencontre avec Booba et Bolloré qu'on raconte dans le livre. Il y a une photo qui est très connue. Les détails de cette rencontre n'avaient jamais été racontés, où Booba et Bolloré se tutoient, ont un rapport très amical. Ça me fait la soirée, tiens. Est-ce que... Mais pourquoi pas? Des narco-producteurs, pourquoi pas? Je veux bien. Opportunité, argent et convoitise, c'est normal.